Depuis la révolution industrielle, entamée depuis 200 ans, l'humain a fait entrer la planète dans une nouvelle ère, l'Anthropocène, le temps des humains. Une époque où nous prenons le pas sur la nature, transformons ses écosystèmes et perturbons, par nos actions, nos pollutions et nos erreurs, le cours de la vie dans son ensemble. Une course folle est en cours parmi les plus riches de notre société mondialisée. Si le but avoué n'est pas de tout détruire, au nom du capitalisme, de la grandeur des réalisations de certains pays, c'est en outre la funeste conséquence involontaire que nous allons devoir assumer auprès des générations qui nous survivront. Comment leur expliquerons-nous nos plus grandes erreurs? Bienvenue dans L'erreur est humaine, épisode bonus, les 5 lieux les plus étranges de Google Earth. En survolant la Californie en vue satellitaire, on remarque une étrange tache posée au milieu du désert. Une mer. Une goutte d'eau qui ne devrait pas s'y trouver. Salton Sea est né d'une erreur humaine. En 1900, au beau milieu du désert de Salton, une digue d'un canal de dérivation du fleuve Colorado se brise en plusieurs endroits lors d'une crue. Dans l'incapacité de réparer la fuite, l'eau du fleuve Colorado se déverse dans le lavabo naturel que représente le désert salé de Salton. Une dizaine d'années plus tard, lorsque la fuite fut colmatée, la mer de Salton était née. Un lac salé couvrant une partie du désert. Une tache d'huile de 20 km de large sur plus de 60 km de long. Une fois et demie plus grand que le lac Léman. Il s'agit de ce que l'on appelle un lac endoréique, c'est-à-dire un lac qui ne possède pas de porte de sortie. L'ensemble des cours d'eau qui s'y jettent ne ressortent pas du lac de Salton. L'eau s'évapore ou bien disparaît dans le sol. Il faut d'abord rappeler la géographie de la zone où se situe le lac. Le rift de Salton est une vallée située au milieu d'une zone désertique, pratiquement située sous la faille sismique de Sant'Andrea. Faille fameusement connue pour traverser la Californie du nord au sud, en passant non loin de Los Angeles. Cette faille, l'une des plus actives du monde, marque la délimitation entre les plaques tectoniques pacifiques et américaines. Aux abords directs du lac, on trouve d'ailleurs plusieurs volcans, dénommés Salton Buttes, volcans endormis et invisibles, puisque pour la plupart totalement plats. Dans les environs directs de Salton, on trouve aussi de petits volcans de boue, émettant du dioxyde de carbone et du sel. Située dans un désert, la mer aurait logiquement dû s'assécher en quelques décennies seulement. Mais l'humain, étant prompt à profiter de ses propres erreurs, et surtout à les entretenir, l'apparition de ce point d'eau a entraîné l'installation de fermes dans la vallée de Salton. De beaucoup de fermes. Les fermes de l'Imperial Valley vont rejeter énormément d'eau d'irrigation dans les ruisseaux environnants, ruisseaux allant directement se jeter dans la mer de Salton. Cet apport en eau va certes maintenir le niveau du lac, mais va aussi commencer à l'empoisonner. Au tournant des années 50, les contours de la Salton Sea vont se transformer en une oasis balnéaire. L'eau salée, le soleil généreux et la proximité avec Los Angeles, qui ne se situe qu'à 200 km, vont en faire une destination populaire auprès de la jet-set hollywoodienne. Frank Sinatra, ou les Beach Boys, s'y feront même construire des résidences secondaires, les pieds dans l'eau. Des villes nouvelles décorées de saillantes marinas pour yachts vont voir le jour. Là où il y a encore quelques années, il n'y avait rien à part de la caillasse brûlante. Bombay Beach, Salton City. L'eau y est alors plutôt propre, en apparence, et la salinité va encourager la colonisation du lac
par des poissons océaniques, et Salton va devenir une étape importante dans la migration de plusieurs espèces d'oiseaux. Tout semble faire de cette région un véritable paradis sur Terre, une riviera chimérique aux abords d'une mer morte américaine. Mais ce paradis n'est qu'un mirage, dont le maquillage, à la manière des stars de cinéma, n'est pas fait pour durer. La peinture de ce décor va rapidement s'écailler à partir de la fin des années 60. L'apport en eau des ruisseaux dans le lac salé devint plus éparse, moins régulier. Et avec le temps, l'eau a commencé à s'évaporer et la concentration en sel a grimpé rapidement, tout comme la part de pesticides et de nitrates rejetés dans la Salton Sea par les immenses fermes de la vallée. Le niveau de l'eau s'abaissant, le mélange de tous ces facteurs entraîne l'apparition sur les plages d'odeurs dérangeantes, de mousse blanche et de milliers de poissons morts. Les nitrates présents dans l'eau rejetée dans le lac par les fermes vont contribuer à l'eutrophisation du milieu, et les algues vont progressivement envahir les fonds marins et le monopoliser, jusqu'à ce qu'elles aussi soient tuées par le sel. Ainsi, au tournant des années 70, Salton cessa d'attirer les touristes en masse, et le lac, tout comme les communautés construites sur ses bords, commencèrent leur lente agonie, une agonie qui dure toujours aujourd'hui. Avec la baisse du niveau des eaux, les marinas sont de nos jours complètement sèches, et les bateaux sont parfois ensevelis sous le sable. Les paysages de la Salton Sea ressemblent parfois à s'y méprendre à ceux de la mer d'Aral, en Asie mineure. Les stations balnéaires abandonnées à leur sort, les maisons abandonnées recouvertes de cette poussière qui recouvre tout, donnent à cette région une impression de planète étrangère. Les rejets des exploitations agricoles étant le seul apport en eau du lac, celui-ci s'est chargé en nitrate, en PCB, en sélénium et en sel de manière démesurée au cours des décennies qui suivirent. À mesure que le niveau de l'eau ne s'abaisse, le lac laisse à l'air libre des couches de sel qui, en séchant, s'envolent et accentuent encore un peu plus la concentration de l'eau en sel. À partir des années 90, les abords du lac sont méconnaissables. Le taux de sel dans l'eau dépasse les 4,4 grammes par litre, c'est-à-dire bien plus que le taux présent dans l'océan Pacifique. La végétation alentour est morte, et le sel a également tué la plupart des poissons, dont les cadavres se déposent sur les plages par milliers, répandant une odeur de mort, s'élevant dans l'air plusieurs kilomètres à la ronde. Les seuls êtres encore vivants dans ce milieu hostile sont les algues, seuls capables de résister au niveau atrocement élevé de sel et au taux létal de métaux lourds, présents dans les profondeurs. La toxine botulique, présente en masse dans les poissons encore en vie, tua la plupart des oiseaux migrateurs qui venaient s'y nourrir. En 1996, 14 000 oiseaux migrateurs vinrent agoniser sur les plages. Les autorités durent les incinérer 24 heures sur 24, pendant des jours. Il est fascinant de voir la transformation de ce lieu, ou plutôt sa descente aux enfers. Les horreurs que l'on y voit de nos jours étaient déjà présentes dès le départ. Elles étaient simplement cachées derrière ce que l'homme voulait faire de ce lieu, jusqu'à ce que le poison soit trop visible pour pouvoir le nier. Aujourd'hui, le taux de sel et de pesticides dans l'eau a encore augmenté, et le niveau de la Salton Sea a encore diminué. Si rien n'est fait d'ici 50 ans, le lac ne sera plus qu'un souvenir au milieu du désert. Est-ce que ce serait si grave finalement? Ce lac n'est qu'une erreur humaine, que l'homme a tenté d'exploiter, puis qu'il a finalement abandonné quand il ne lui servait plus. Mais la baisse du niveau de l'eau n'a pas d'impact uniquement sur la vie sous-marine. Les impacts et retombées sont bien plus graves que ce que l'on peut imaginer. À mesure que l'eau ne se retire, le lit du lac est exposé à l'air libre et sèche. Celui-ci forme ce que l'on appelle un playa. Cette playa est salée, et donc stérile, mais surtout elle contient en quantité extrêmement concentrée l'ensemble des polluants qui étaient contenus dans l'eau et dont les éléments les plus lourds se sont déposés au fond du lac avec le temps. Une fois exposée à l'air, elle se transforme en poussière. Une poussière chargée d'arsenic, de mercure, de pesticides
et de bien d'autres produits hautement toxiques. Ces poussières vont s'éparpiller au gré des vents. En premier lieu, elles intoxiquent les derniers habitants des anciennes stations balnéaires au bord du lac. Ces habitants, souvent latinos, vivant dans une pauvreté extrême, souffrent de cancers divers, d'asthme et de maladies chroniques. Le comté d'Imperial, dans lequel se situe Salton, en plus d'être l'un des plus pauvres des États-Unis, possède une espérance de vie bien plus faible qu'ailleurs en Californie. Mais le danger ne s'arrête pas aux rives du lac. En 2012, puis à plusieurs reprises depuis, lors de jours de grand vent, les habitants du Grand Los Angeles ont dû supporter une étrange odeur de charogne et d'algues. Les vents sont capables à certaines occasions de transporter les odeurs ignobles du lac en décomposition sur plus de 250 km. Si les odeurs peuvent être transportées, alors quoi d'autre avec ? Selon l'Agence de santé américaine, l'assèchement progressif du lac de Salton serait, et est déjà, l'une des plus grandes catastrophes sanitaires et écologiques en Amérique du Nord. On estime qu'au fur et à mesure que le fond du lac sera exposé à l'air, de plus en plus de poussières toxiques seront dispersées en direction de Los Angeles. Je trouve que la mer de Salton est un des lieux sur Terre qui représente le mieux l'époque dans laquelle nous nous trouvons, l'Anthropocène. Une époque où l'on transforme la nature de manière voulue ou par accident. La mer de Salton est une erreur humaine, dont il a profité, en faisant un lieu de villégiature et d'agriculture intensive, deux utilisations qui s'opposent. Aujourd'hui, Salton est un monstre. Un cadavre putréfiant caché dans l'arrière-cour californienne. Un lieu irréel et hors du temps. Peuplé d'irréductibles laissés pour compte, obligés de vivre dans des mobil-homes aux abords du lac, au sein de stations balnéaires abandonnées et fantomatiques. En 2024, le niveau du lac baisse encore. Les odeurs aux alentours sont insupportables et l'eau du lac pourrit, littéralement. Salton est une bombe à retardement, dont la colère se retourne contre ceux qui l'ont créée, centimètre après centimètre, à mesure que le bassin ne se vide. Écologiquement, on ne peut pas se permettre de laisser ce lac disparaître. Les conséquences s'en seraient désastreuses. Il faudrait des milliards de dollars d'investissement pour pouvoir créer des digues pour limiter la baisse du niveau de l'eau, restaurer la flore et couvrir de plastiques spéciaux les playas toxiques. Milliards de dollars que le comté d'Imperial ne semble pas avoir. En tout cas, pas pour ce projet. En effet, ce sont les gisements de silicium situés autour du lac qui semblent intéresser les investisseurs. On surnomme déjà la région de Salton la vallée du silicium. Alors que des mines vont peut-être apparaître autour de la Salton Sea, il y a des pays où celles-ci tournent déjà à plein régime, à tel point que leurs traces sont visibles depuis l'espace. Non, ce paysage ne provient pas d'une lointaine imagerie lunaire ou martienne, ni d'une vision des enfers, ou même d'un pays lointain qui saccagerait sans vergogne son environnement. Pas besoin d'aller très loin pour en trouver l'origine. Bienvenue à Hambar, à 20 km de Cologne et 150 km de Bruxelles et des frontières françaises. Nous sommes en Rhénanie du Nord-Westphalie, au cœur de la région industrielle de la Ruhr en Allemagne. L'Allemagne est finalement un État au mix énergétique bien incertain. Vu par beaucoup comme un modèle d'écologie et de respect de l'environnement, qui aurait dit que la première source d'émissions de CO2 d'Europe se trouvait sur son territoire national? En 1978, la société RWE Power inaugure entre Cologne et Aaren ce qui va devenir la plus grande mine à ciel ouvert du continent. La mine est en réalité composée d'un complexe de 3 sites différents, séparés d'une dizaine de kilomètres chacun. Hambar, qui est de loin le plus grand, Garzweiler, au nord, et Inden, au sud. Chacune de ces mines possède sa propre usine de transformation,
Mais ces 3 sites restent concentrés au sein d'une entité unique exploitée par RWE Power. Vu du ciel, on voit aussi les sites miniers voisins, ayant déjà fermé après avoir été épuisés. Témoignage du passé minier historique de cette région du monde. Mais que fait-on exactement dans ces mines? Qui cherche-t-on avec tant d'acharnement? Ces 3 sites sont au cœur d'une vaste zone géologique riche en gisements de lignite. En d'autres termes, il s'agit de mines de charbon. Le lignite est un charbon composé à 70% de carbone, provenant de la fossilisation de matières en décomposition datant de plusieurs millions d'années. Une fois extraite du sol et déshydratée, le minerai est envoyé dans une centrale où il est alors brûlé dans le but de fabriquer de l'électricité. L'Allemagne, après avoir fermé il y a une décennie l'ensemble de ses centrales nucléaires, a intensifié l'extraction du lignite, puisque le charbon est devenu majoritaire dans le mix énergétique national, bien loin devant les énergies renouvelables pour lesquelles le pays est tant renommé. Hambach alimente en électricité en premier lieu l'immense conurbation de la Ruhr, située juste de l'autre côté du Rhin. Cette tache urbaine sans fin, aux pôles multiples, contient plus de 12 millions d'habitants, répartis au sein de villes comme Cologne, Düsseldorf, Dortmund ou encore Essen. Les besoins en électricité sont tels que les gigantesques mines de Hambach ne suffisent même pas à y répondre. Mais concentrons-nous sur la mine en elle-même. Au fur et à mesure que le lignite est extrait du sol, la mine s'étale à la fois en profondeur, mais aussi en superficie, et laisse derrière elle un paysage lunaire. D'une profondeur allant jusqu'à 500 mètres, il s'agit de la mine à ciel ouvert la plus profonde du monde. Depuis son ouverture en 1978, les 3 sites ont chacun triplé leur taille. La superficie totale de Hambach avoisine 43 km², c'est-à-dire une superficie équivalente à la ville de Lyon. En premier lieu, c'est la forêt de Hambach, autrefois véritable havre de faune et de flore fragile, n'ayant comme seul tort d'avoir fleuri sur le précieux minerai, qui a été saccagé et annihilé à près de 80% de sa surface, d'avant 1978. Mais en réalité, l'humain a lui aussi pâti de sa propre folie. À mesure que la mine s'expand en taille à la manière d'un poumon fatigué, les infrastructures humaines existantes situées tout autour, trop proches et gênantes, sont à leur tour démantelées sans vergogne. C'est le cas de cette autoroute, dont l'ancien tracé, toujours visible en filigrane, a été détourné plus au sud pour permettre à la mine de Hambach de s'étendre. On trouve nombre de ces exemples dans la région. Tout ce qui se trouve autour des mines est en vérité voué à une disparition certaine. Il en est de même pour les villes et les villages, aussi fous que cela puisse paraître. Depuis l'apparition de la mine, c'est une quinzaine de communes qui ont disparu. Les habitants, expropriés de force par RWE Power, sont couverts de compensations financières, ont été relogés dans des villages flambant neufs, à l'abri de la folie minière. Sur ces images satellites, on peut voir la disparition légale du village de Lützerath, dernière victime en date. Une fois les habitants partis de gré ou de force, les bâtiments sont éventrés et détruits. Les images de destruction de l'église de Lützerath sont d'ailleurs assez difficiles à regarder, tant il est étrange de s'imaginer légale la destruction d'un tel bâtiment historique. Aujourd'hui, Lützerath n'existe plus. Seul le squelette des rues du village est encore présent. Mais d'ici quelques années, toute la terre basculera dans le gouffre lui aussi. Au niveau du site d'Inden, la rivière du même nom a été détournée de plusieurs kilomètres pour permettre l'extension de la mine en toute tranquillité. Et que fait-on de tout ce sol que l'on creuse et que l'on extrait? RWE Power en a fait toute une montagne. Les plus de 2 milliards de mètres cubes de terre extraite depuis 1978 ont été entassés sur le côté pour former la Sophianhöhe, une montagne artificielle de 13 km de long et de 300 mètres d'altitude. Parfaitement artificielle, elle ne s'insère au sein d'aucun massif et domine de toute sa hauteur la plaine industrielle qui l'a créée. Cet amoncellement de gravats est aujourd'hui la plus haute montagne au monde bâtie entièrement par les mains de l'homme. Et cette montagne, ou colline, continue de grandir au rythme de la mine et grandira encore et encore tant que celle-ci fonctionnera. Les villages de Hambach, Herzweiler, Hausen, Peer, Lohn, Haldhoven, Altdorf
Immerrath, Garzweiler et bientôt Lützerath ne sont aujourd'hui que des souvenirs, qui n'existent plus que dans l'esprit de ceux qui les ont connus, mais aussi sur les images satellitaires archivées sur Internet. Témoins d'un paysage révolu, avalé, remplacé par ces monstrueux engins d'excavation qui ont transformé un lieu de vie en un enfer artificiel. Le complexe minier est aujourd'hui tellement vaste qu'il est visible depuis l'espace. La superficie de Hambar est plus importante que celle de la ville voisine de Cologne, tout entière. Et ce n'est que le début. La concession donnée par l'État allemand à la société RWE Power concernant l'exploitation de la mine a été renouvelée jusqu'en 2040. Année où l'on estime que le gisement sera définitivement épuisé. D'ici là, les 3 sites que sont Hambar, Garzweiler et Inden auront encore doublé de taille et mangé de nombreux villages et infrastructures situés tout autour. Tels de vastes trous noirs, grossissant en consommant leur environnement direct, sans jamais être vraiment rassasiés. Car outre la pierre et les routes, ce sont les histoires et souvenirs de milliers de villageois, le patrimoine de toute une région, de la terre fertile, qui tombe au fond de la mine à mesure que les églises et les fermes sont avalées. C'est la terre natale de milliers d'Allemands qui sombrent chaque année un peu plus au nom du profit et du salut énergétique du pays. Des terres et des paysages qu'aucune compensation financière ne pourra jamais rendre. Et que va-t-il se passer après, une fois que la mine aura aspiré du sol tout le lignite dont elle était pourvue? Que restera-t-il? 3 grands trous qui, dans un futur pas si lointain, seront certainement perçus par les générations qui nous suivront comme 3 grandes erreurs d'un temps révolu et fou. 3 grands trous qui paraîtront sûrement bien futiles, comme une question que le vent viendrait murmurer à l'oreille de celui qui les contemple. Tout ça pour ça. Tous ces villages et ces églises, ces forêts centenaires, ces rivières et ces écosystèmes disparus à tout jamais dans le ventre d'une mine, vouée à extraire des cailloux pour les brûler ensuite et alimenter en électricité les villes voisines de ces trous, elles-mêmes en possible danger de se faire un jour engloutir par ces mêmes trous lorsque la mine grossira. Une sorte de cannibalisme au nom du profit et au détriment de la logique et du bon sens. Même bon sens ayant disparu le jour où le pays a fermé l'ensemble de ses centrales nucléaires sans avoir pensé à une autre source d'énergie moins polluante pour la remplacer. Et à la question « Qu'y aura-t-il après la mine ?», RWE a déjà la réponse. Et c'est une solution qui inquiète déjà les spécialistes de la question. À l'aide de gigantesques pompes à la consommation électrique indécente, l'eau du Rhin sera détournée un peu en aval de Cologne et apportée par des canalisations énormes jusqu'à Hambar. Pendant plusieurs décennies, après 2040, ces tuyaux rempliront de l'eau du Rhin ce qui restera de la mine de Hambar et de Garzweiler, créant au passage l'un des plus importants plans d'eau artificiels du monde. Le lac de Hambar sera en définitif le second plus grand lac d'Allemagne en superficie après le lac de Constance, et donc le plus grand lac entièrement situé sur le territoire allemand. De ce supposé lac, il n'existe encore rien, mais les inquiétudes, elles, sont déjà présentes. En été, on ne sait pas s'il y aura assez d'eau dans le Rhin avec le changement climatique pour se permettre d'en détourner une partie non négligeable pendant plusieurs dizaines d'années. On ne sait pas non plus quelles conséquences sur la biodiversité aura ce nouveau lac. En vérité, on ne sait rien. Et plus important encore, RWE Power n'en sait sûrement rien non plus. Jusqu'où est-on prêt à aller pour répondre aux besoins insatiables de notre société capitaliste, toujours plus avide en énergie et en consommation? Je trouve que le cas de la mine de Hambar est fascinant, parce qu'il flirte avec cette limite que l'on essaie d'ignorer. Détruire la nature touche sûrement moins l'être humain que la destruction de son propre habitat. Lorsque nous réduisons en poussière des villages, relocalisons des routes et des habitants, on touche à l'intime et l'on choque. Si c'est arrivé à Hambar en Allemagne, alors tout est possible partout, et rien n'est certain nulle part. Ce qu'on peut comprendre avec Hambar, c'est que c'est un lieu qui cumule tous les superlatifs imaginables, dans un paysage purement artificiel, et où la nature, le paysage et les hommes sont relégués au niveau de spectateurs d'un désastre qui, sans état d'âme, finira par les engloutir. Assez travaillé.
Il est temps d'aller voir du côté de notre troisième lieu et de nous reposer à l'ombre des palmiers. Qu'est-ce que Dubaï? En réalité, le monde se divise en 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui y sont allés, qui ont vu, qui ont compris, qui ont aimé, ou au contraire, été révoltés. Il y a ceux qui rêvent d'y aller, pour ce qu'on en dit vu d'ici, pour le luxe, pour le climat. Et puis, il y a ceux qui n'iront jamais, parce que ce qu'ils en savent les répugne, parce que vu d'ici, loin de là-bas, ils ont des principes. Que l'on rêve de Dubaï ou que l'on rêve que Dubaï brûle, une chose est sûre, on verra toujours ce que l'on veut voir et l'on ignorera ce qui nous déplaît, pour que le fantasme puisse perdurer. Je fais partie de ceux qui n'y sont jamais allés et qui connaissent Dubaï de loin, pour ce qu'on en dit, loin de là-bas. Je ne peux pas affirmer que je n'irai jamais. J'aimerais au contraire voir cet endroit, une fois parti, loin d'ici. Là-bas, je me ferai une idée. En attendant, je peux parler néanmoins des vérités vérifiées et visibles depuis l'espace qui soulèvent de véritables questions et orientent l'esprit. Je ne veux pas critiquer pour rien, depuis ici. Je veux juste parler de ce qu'il est possible de voir et d'apprendre sur ce là-bas. Et croyez-moi, ceci n'est pas un palmier. Dubaï est une ville jeune. De 300 000 habitants en 1984, elle en compte aujourd'hui 3 millions. Dubaï est une ville champignon, qui a connu un boom démographique immense, concordant avec l'avènement du capitalisme libéral en Occident. Coïncidence? Nous le verrons plus tard. Dubaï est construite en bord de mer, mais surtout au beau milieu du désert. Les températures frôlent souvent les 50 degrés, et il ne pleut parfois pas de l'année. Si Dubaï n'avait pratiquement pas d'habitants avant 1950, c'est bien parce que le lieu où elle a été fondée est invivable. Au départ, la ville ancienne se concentrait aux abords du Khor Dubaï, un bras de mer faisant office de port naturel. Pendant longtemps, la ville ne se résuma qu'à ça, murée derrière ses forteresses. Pourtant, aujourd'hui c'est une métropole mondiale comme les autres. En réalité, pas vraiment. Depuis le ciel, on peut observer ces îles artificielles aux drôles de formes. Parmi elles, 2 îles au profil de palmiers, les Palms. Palm Jumeirah, plus proche du centre de l'agglomération, et Palm Jebel Ali, plus grande et construite une 50aine de kilomètres plus au sud. Palm Jumeirah est la plus ancienne des 2 palmes, dont la construction remonte à 2000 et s'est étagée jusqu'en 2009. Elle est composée d'un tronc de 4 km de long et de 16 palmes de 5 km chacune. Ces îles n'ont rien de naturel, comme on peut le deviner à leur forme. Les Palms ont été créées de toutes pièces par des promoteurs. Sur Palm Jumeirah, on trouve tout le nécessaire pour une vie simple. Une marina pour yachts, près de 1350 villas somptueuses, dans tous les styles possibles, un cours de golf, 25 hôtels 5 étoiles et des parcs d'attractions de standing. Comme on peut l'imaginer, la vie sur les Palms n'est pas donnée à tout le monde. En réalité, 3 palmes sont prévues dans la région. Palm Jumeirah a été la première. Palm Jebel Ali est sortie de l'eau, mais n'a pas encore ouvert aux habitants. Et Palm Deira, au nord de la vieille ville, n'est encore qu'au stade préliminaire de sa construction. En plus de ces 3 projets, un autre archipel est sorti de l'eau à partir de 2008, sous le nom présomptueux de The World, le monde. Un chapelet d'environ 300 îlots artificiels dessinant une grossière reproduction d'une carte du monde. Ces îlots paradisiaques seront à thème. Chaque île représentera un pays du monde sur lequel on pourra trouver des maisons possédant une architecture similaire au pays copié. Ces îles, comme nous l'avons dit, n'ont rien de naturel. Elles sont le résultat de chantiers de grande ampleur, de terres gagnées sur la mer, du golfe Persique. Sous les villas et les hôtels, rien d'autre que du sable. Ces palmiers et ces îles du monde ne sont que des tas de sable résultant de son entassement, jusqu'à ce qu'un petit bout dépasse du niveau de l'eau. Pas de terre et très peu de roches. Et ce sable, d'où vient-il? Contrairement à ce que la logique pourrait faire penser, il ne provient pas des milliers de kilomètres carrés de désert entourant la ville, mais bien du fond de l'océan. Dragués par d'immenses machines, ayant raclé les fonds marins alentours, au prix d'une faune sous-marin anéantie, 150 millions de mètres cubes de sable ont été aspirés, séchés, puis replongés dans l'eau pour former ces îles. Ces chiffres ne couvrent que la construction des Palms.
Il est bien plus astronomique, si l'on y ajoute la quantité nécessaire pour les 300 îlots de The World. 5,5 millions de mètres cubes de roches furent aussi nécessaires. Construire des îles ex nihilo pour le bon plaisir des riches n'est pas sans conséquence pour l'environnement. Les îles ont modifié les courants marins, le sable a troublé l'eau des fonds, ce qui a eu pour effet d'entraîner une mortalité des espèces de la faune et de la flore locale. Les coraux et les champs d'herbes marins se sont retrouvés sous plusieurs mètres de sédiments, entraînant leur disparition. L'arrivée des îles eut aussi pour effet l'augmentation de la température de l'eau tout autour, qui est un habitat parfait pour les algues, et a rendu la qualité de l'eau bien plus médiocre. Et les îles, étant récentes, on ne connaît pas encore dans leur intégralité les tenants et les aboutissants de cette pollution. Il faudra des années pour que cela soit le cas. Mais les constructeurs de ces îles, trop pressés à l'idée d'y vivre, ou bien de s'enrichir, c'est au choix, n'avaient pas prévu certaines choses. Ils n'avaient pas prévu, malgré les ingénieurs néerlandais spécialisés ayant travaillé sur le projet, que le sable et l'eau font tristement bon ménage. Alors que les palmes n'étaient même pas encore inaugurées, la mer emportait déjà chaque jour un peu plus, inexorablement le sable qui compose ces palmes sans vie. De sorte que les îles doivent être constamment réalimentées en sable, parce que celui-ci est grignoté chaque jour un peu plus par la mer. Et ce n'est pas tout. Mal conçu, l'eau des canaux situés entre les palmes ne se régénère pas assez rapidement. Des algues apparaissent et l'eau s'empoisonne. Des travaux supplémentaires ont dû être réalisés pour que l'eau s'écoule plus rapidement. Et ce n'est pas encore tout. Les constructeurs n'avaient pas non plus anticipé qu'une fois les villas et les hôtels construits à la surface, les îles, faites de sable, allaient s'enfoncer dans le golfe Persique, au rythme d'environ 5,5 mm par an, condamnant les palmes à des travaux perpétuels pour les sauver. Bien sûr, les promoteurs ont nié en bloc cette évidence. Il n'y a rien à dire de plus sur ces îles, si ce n'est qu'elles résument assez bien ce qu'est Dubaï. Dubaï est un leurre, un décor pour touristes, dont les 3 millions d'habitants sont à 90% composés d'étrangers, d'occidentaux, influenceurs richissimes, ou à l'extrême opposé, d'esclaves provenant de pays pauvres ayant construit la ville, dont ces îles. Seulement 10% de la population est composée d'émiratis. Dubaï est ce que l'on peut appeler vulgairement un attrape-touriste de très grande envergure. Les îles de The World, tout comme les Palms, font partie des projets d'envergure surdimensionnés visant à attirer cette clientèle. Ce sont des endroits sans caractère, qui, comme les 2/3 de la ville, ne sont que des pâles copies d'endroits du monde existant déjà, de maisons ayant déjà été construites ailleurs, et de records obscènes qui n'auraient pas besoin d'être battus. Comme The World, Dubaï se vante de représenter le monde, d'être ce qu'il y a de mieux, vouloir représenter le rêve ultime de chaque individu. Mais souhaitons-nous vraiment vivre dans un tel monde? Un monde où on peut faire du ski au milieu du désert, au sein de centres commerciaux à la taille inhumaine, climatisés au prix d'un désastre écologique constant, alors même qu'il fait 50 degrés à l'extérieur. Un monde où le show le plus intéressant à proposer aux visiteurs est une fontaine gigantesque au pied de la plus grande tour du monde. Jouant de la musique toutes les heures, j'ai l'audace d'espérer, avec tout l'espoir que j'ai du haut de ma jeunesse, que le monde dans lequel je suis en train de devenir adulte vaut mieux que ça. Dubaï, petit port de commerce sur le golfe Persique, a renié ses valeurs et sa propre culture pour attirer les touristes et les investisseurs occidentaux. Elle est devenue la capitale du tourisme sexuel, de l'esclavage moderne et de la consommation irréfléchie. Mais surtout, elle est la capitale du vide et de la tristesse la plus puissante qu'il m'ait été donné d'imaginer. Une ville qui ne fait que copier des gratte-ciels certes hauts, mais sans saveur, déjà présents partout sur le globe, des autoroutes dont on sait que le mode de vie associé est nocif pour l'esprit comme pour l'environnement, des centres commerciaux et des casinos dont les attractions sont prévues pour nous faire dépenser et nous rendre stupides, nous faire oublier ce qu'il y a derrière le décor, toute cette misère, toute cette hypocrisie qui fait de Dubaï la capitale du capitalisme néolibéral, une ville fausse, sans histoire. À l'image de ces îles, créations inutiles, caprices de riches, exerçant sur leur environnement une pollution inutile. Mais les palmes continuent de pousser. Palme d'Eira, la 3e au nord du vieux centre, n'a pas encore été construite. En effet, les travaux semblent avoir pris du retard. Mais elle verra le jour,
j'en suis certain. Tout comme je suis certain que Dubaï continuera à produire d'autres projets plus excentriques et polluants les uns que les autres. Tant que les gens iront, y vivront et dépenseront là-bas. Je n'ai jamais été, comme je l'ai dit, à Dubaï. Mais voilà ce que je pense de ce là-bas. Alors peut-être que si je m'y rendais, je me rendrais compte qu'il y a, loin d'ici, plus que ce que j'imagine. Un supplément d'âme, un je ne sais quoi. Peut-être qu'il existe dans le vieux souk historique encore une âme et des histoires humaines et touchantes. Mais quoi que l'on en pense, les faits sont les faits. Et que l'on soit d'ici ou de tout là-bas, ça n'y changera rien. Changeons de cap désormais. Si Dubaï risque de manquer d'eau, d'autres lieux du monde savent très bien où la trouver. La Chine. La moindre évocation de ce nom ne peut laisser indifférent. L'image même de ce pays habite nos esprits sous des formes arbitraires, brumeuses, lointaines. L'image stéréotype de l'ancienne Chine impériale, de sa culture, ou l'image froide et menaçante de la Chine actuelle, usine autoritaire du monde, fermée sur elle-même. Je pense que ces deux visions cohabitent au sein d'une nation aux couleurs plus nuancées, sur un gradient qu'il faut observer de près et que l'on ne comprendra jamais tout à fait. Pays de plus d'1 milliard d'habitants, seconde puissance démographique de la planète, puissance économique et militaire, ce petit monde, grand comme un continent à lui tout seul, a pourtant un problème à la hauteur de sa grandeur. Sa géographie. La Chine se trouve sous des latitudes similaires à l'Europe, mais possède des climats plus extrêmes. La moitié sud du pays, tempérée ou tropicale, est arrosée par de généreuses pluies tout au long de l'année, et les contreforts de l'Himalaya donnent naissance à de puissants fleuves qui font de la Chine le château d'eau d'une grande partie de l'Asie. Le Mékong, le Brahmapoutre ou encore la rivière des Perles et le Yangtze-Kiang prennent tous naissance au pied des glaciers chinois, avant d'arroser généreusement l'Asie. Quant au nord du pays, c'est une plaine froide et aride, dont le réseau fluvial est étonnamment restreint. De cette géographie naturelle résulte la géographie humaine, et l'humain possède une logique étrange. Étrange parce que bien que le sud du pays compte 2 mégalopoles parmi les plus vastes existantes sur Terre, Hong Kong et le delta des Perles, et Shanghai, 86 millions d'habitants pour l'un, 36 millions d'habitants pour l'une, et plus de 71 millions pour l'autre, c'est bien au beau milieu de l'aride plaine du Nord que se situe le plus vaste foyer de population du pays, au sein de Pékin, ou Beijing, et de sa région capitale. Beijing signifie ville du Nord. Capitale historique, elle n'est pas construite sur un puissant fleuve, mais dans une plaine venteuse, au pied de montagnes de faible altitude. La capitale possède 21 millions d'habitants intramuros. Mais si l'on y ajoute les métropoles voisines de Tianjin et celles de la région de Hebei, une mégalopole infinie de plus de 110 millions d'habitants se dessine, la plus vaste du monde entier. Mais toute vie a besoin d'eau, et de l'eau pour 110 millions de personnes, la plaine de Pékin n'en possède pas. Dès les années 60, le problème de l'eau s'est posé aux autorités pour soutenir la croissance de la mégalopole. Et c'est à cette époque qu'est né l'un des projets hydrauliques les plus ambitieux de l'histoire de l'humanité, le projet de transfert d'eau nord-sud. S'il n'y a pas d'eau, alors il faut aller la chercher là où elle est. C'est aussi simple que cela, et c'est ce qui résume très bien le projet de transfert d'eau nord-sud. Le fleuve Yangtze-Kiang est l'artère principale de la Chine. Ce dragon traverse le pays d'ouest en est sur plus de 6300 km, de l'Himalaya jusqu'à Shanghai, avant son embouchure dans la mer de Chine, où son débit frôle les 30 000 mètres cubes par seconde, un débit plus de 100 fois supérieur à celui du Rhin. C'est sur ce monstre que l'on trouve un autre ouvrage de gigantisme et d'ingénierie, le barrage des Trois Gorges. L'idée de transférer les eaux du Yangtze et de ses affluents vers le nord remonte à l'époque de Mao. Mais ce n'est que dans les années 2000 que l'idée va réellement prendre corps, alors que les nappes d'eau souterraines dont la mégalopole du nord tire son eau baissent de plus de 2 à 3 mètres par an et menacent de se tarir. Le projet de transfert des eaux se décline en 3 phases, et les travaux de la première étape commencèrent officiellement en 2002. La première phase du projet est déjà en elle-même monumentale.
il s'agit de prélever les eaux du Yangtze près de la ville de Jiangdu à l'aide d'une station de pompage géante, volant au fleuve 400 mètres cubes d'eau par seconde, et de faire remonter cette eau jusqu'à Tianjin et Pékin, ainsi que jusqu'à la presqu'île de Shandong. Le tracé suit le cours du Grand Canal de Chine, voie d'eau ancienne et dédiée au transport de marchandises. Mais la tâche n'est pas aisée. Le bassin du Yangtze est plus bas que la plaine pékinoise. L'eau doit donc remonter la pente, sur plus de 800 km, à l'aide de 23 stations de pompage électrique jusqu'au fleuve Jaune. À cet endroit, l'eau passe sous le fleuve via 2 tunnels de 7 km et de 10 mètres de diamètre chacun, serpentant à 70 mètres sous le cours du fleuve. Après cet ouvrage monumental, l'eau parcourt le reste du chemin via un aqueduc en béton. La route, longue de presque 1200 km, fut construite à partir de 2002 et l'eau atteignit pour la première fois Pékin en 2017, après de nombreux délais et retards dus à la complexité des travaux nécessaires. Mais la route de l'Est n'était que la première étape. Le kilomètre cube d'eau par an que cet ouvrage apporte à l'agglomération ne suffiront pas à étancher sa soif. Une deuxième étape avait déjà été lancée avant même que la première ne soit achevée. Qui a dit que l'on ne pouvait pas faire plus grand, apporter l'eau de plus loin encore? L'avantage d'un pays autoritaire, c'est que toute résistance, même contre des folies comme celle-ci, s'avère parfaitement inutile. C'est ainsi qu'en 2004 commencèrent les travaux du second volet du projet, la route du centre. Encore plus ambitieuse que la première, elle consiste à détourner les eaux de la rivière Han, un des principaux affluents du Yangtze, au niveau du lac réservoir de Dongjiangkou, au centre de la Chine, à la frontière entre les provinces du Hubei et du Henan, et de transporter cette eau via un canal long de 1264 km jusqu'à Beijing. La ville se situant plus bas que le réservoir, l'eau pourra parcourir le canal par la seule force de la gravité. Graves, ce sont aussi les conséquences qu'ont eu cette seconde phase sur Dongjiangkou et sa région. Le niveau du lac n'est en effet pas assez élevé pour permettre à l'eau de s'écouler naturellement dans le canal en projet. Le gouvernement chinois décida de prendre le problème à l'envers et de tout simplement élever le niveau du lac de 13 mètres. Pour cela, il a d'abord fallu surélever le barrage de Dongjiangkou, mais surtout, il a fallu déplacer de gré ou de force 330 000 personnes vivant dans les villes et les villages situés sur les rives du lac, mais aussi dans les vallées voisines qu'il a fallu noyer. Une fois ce miracle accompli, les travaux du canal à proprement parler débutèrent. 2 nouveaux tunnels durent être construits pour permettre au flot artificiel d'une nouvelle fois passer sous le fleuve Jaune. Mais pourquoi se contenter d'une seule source pour remplir le canal alors que l'on peut tout se permettre? À partir de 2008, une partie des eaux utilisées dans la province du Hebei vint alimenter l'aqueduc. En retour, on demanda gentiment aux habitants locaux et aux agriculteurs de bien vouloir réduire leur consommation d'eau pour permettre à Pékin de pouvoir en consommer davantage. En 2014, les premiers flots de ce canal de tous les scandales atteignirent Pékin. Aujourd'hui, ces 2 monstrueux et fascinants canaux de béton cumulent pratiquement 3000 km de longueur à eux deux et détournent du bassin du Yangtze 1400 mètres cubes d'eau par seconde, soit l'équivalent du débit du Rhône à son embouchure. Mais toute médaille possède son revers, et le projet chinois en possède de multiples. Premièrement, ces 2 canaux abreuvent certes Pékin en eau, mais de quelle eau parle-t-on? Les eaux du Yangtze, non loin de son embouchure, là où la route de l'Est la prélève, comptent parmi les eaux les plus polluées du monde. Particules de plastique, produits chimiques issus des industries, rejet des eaux de l'agglomération de Shanghai, tout cela est emporté vers Pékin en même temps que l'eau. Et bien que l'eau soit traitée dès son arrivée, elle ne rencontre pas toujours les critères de potabilité nécessaires. À tel point que c'est une des raisons qui ont poussé le projet à prendre du retard. Mais c'est la route du centre qui reste le dossier le plus épineux du projet. Les 330 000 personnes priées d'évacuer les rives du lac Dongjiangkou ont parfois été forcées sans ménagement. Plus grave encore, l'aqueduc de la route du centre vole au fleuve Han un tiers de son débit. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la faune et la flore de ce cours d'eau.
mais aussi sur le débit du Yangtze lui-même, en période de sécheresse estivale, puisque le fleuve Han s'y jette. En 2022, le gouvernement chinois entrevit une solution en entamant les travaux d'un nouveau canal, qui doit relier le lac Dongjiangkou au lac des Trois Gorges, plus au sud, en amont du barrage sur le Yangtze. Le but est de prendre de l'eau dans ce lac pour la porter au réservoir et ainsi alimenter la rivière Han. Vous avez mal à la tête? C'est normal. À trop vouloir jouer avec l'eau, à trop essayer de se sentir tout puissant, on finit par oublier qu'éteindre le feu avec de l'essence ne fait qu'attiser les flammes. C'est le jeu des vases communicants. La Chine est en train de se livrer à des expériences à l'échelle de son réseau hydrographique. À l'échelle de son cycle de l'eau, elle détourne de l'eau pour l'emmener là où il n'est pas censé y en avoir, ignore la nature pour permettre à sa capitale, historiquement mal placée, mais qui n'avait jamais en même temps imaginé devenir si grosse, d'avoir assez d'eau pour étancher son développement frénétique. Mais connaît-on seulement encore les conséquences à long terme de cette folie? Les scientifiques parlent déjà des risques d'évaporation à grande échelle de l'eau, du déséquilibre sur les bassins concernés, ainsi que de tout ce que l'on ne sait pas encore. Mais trop n'est jamais suffisant, et le projet n'est pas encore terminé. Une troisième phase existe, encore plus grande, encore plus folle, encore plus coûteuse, la route de l'Ouest. Il est question, sur les hauts plateaux de l'Himalaya, de détourner près de 200 km3 d'eau sur le fleuve Brahmaputra et sur le Mékong. Non pas pour les détourner via des aqueducs en direction de Pékin, mais bien pour les dévier directement vers le Yangtze et le fleuve Jaune, gonflant ainsi artificiellement leur débit, après avoir traversé les montagnes de l'Himalaya via des tubes. La folie n'a donc aucune limite, pour assouvir les besoins des villes du Nord en or bleu. Reste encore à savoir ce qu'en penseront les pays limitrophes, maintenant que la Chine veut jouer les savants fous avec l'eau de toute l'Asie. Peut-on faire encore pire? On peut. Prenons la route de l'ultime lieu de ce tour catastrophe. Plus qu'un lieu, il s'agit d'un rêve. Utopie ou dystopie, à vous d'en juger. Que connaissons-nous vraiment de l'Arabie Saoudite? Dans l'imaginaire occidental, on se représente un pays désertique, riche de son pétrole, dont la Mecque est le centre religieux le plus important de la religion musulmane. On se représente Riyad, sa capitale, comme une ville moderne au gratte-ciel impeccable, copiant le modèle urbain de Dubaï, son petit voisin aux mœurs plus légères. Mais ce qu'il nous faut surtout retenir, c'est que l'Arabie Saoudite est surtout le pays d'une seule famille. Son roi, depuis 2015, Salman, et son fils, le prince héritier Mohammed Ben Salman, aujourd'hui Premier ministre. Et ces deux monarques ont, depuis 2014, un problème de taille, la baisse du prix du pétrole et surtout sa disparition programmée qui devrait sérieusement réduire la richesse et la croissance du royaume si son économie ne se diversifie pas rapidement. C'est ainsi qu'en 2016 a été lancé le projet 2030. Projet 2030 est une vaste opération de développement visant à faire entrer l'Arabie Saoudite dans une nouvelle ère de son histoire. Une ère où le tourisme, les nouvelles technologies, la culture et la finance remplaceront en partie, puis totalement, l'industrie du pétrole. Ce projet vise à profondément modifier le pays en l'espace d'à peine 15 ans. Il a débuté il y a bientôt 10 ans et suscite plus de controverses qu'il n'aurait dû, tout en ne tenant pas forcément ses objectifs. Outre le renouveau esthétique opéré sur ses plus grandes villes, le projet majeur de Saoudi 2030 s'articule autour d'un morceau de désert et de 3 grands sites de construction au nom que l'on croirait tout droit sorti d'un mirage. Neom. Combien vaut la démesure? Si vous n'en avez aucune piètre idée, sachez que Neom l'a calculé, et la démesure vaut la coquette somme de 1000 milliards de dollars. C'est le prix actuel du projet saoudien dans sa globalité. À de telles échelles financières, l'argent a-t-il seulement encore une valeur plus que simplement théorique? Neom n'est en réalité pas le nom d'un seul site de construction,
mais bien d'un projet plus vaste, couvrant une superficie de près de 26 000 km² aux abords de la mer Rouge, en face de la péninsule du Sinaï. Un projet qui comporte plusieurs visions aux objectifs et aux réalisations fort différentes. Sindala est la première d'entre elles à être sortie de terre, ou plutôt à être remontée à la surface, puisqu'il s'agit d'une île. Aussi artificielle que peuvent l'être les palmes de Dubaï, Sindala, inaugurée en octobre 2024, est composée de 3 hôtels de luxe, d'une marina avec yacht club, de restaurants raffinés et d'un parcours de golf. Un programme d'une originalité à couper le souffle. Même l'impossible et l'insensé peuvent se monnayer. Il suffit d'y mettre le prix. Qui aurait pu un jour ne serait-ce qu'effleurer l'idée qu'un pays chaud et désertique comme l'Arabie Saoudite puisse accueillir des compétitions de ski? Personne ou presque. Eh bien, presque personne l'a fait. En 2029, la station de ski de Neom, dénommée Trojena, organisera les Jeux asiatiques d'hiver. Une prouesse que l'on doit à cette station de montagne, dont l'altitude n'excède pas les 2500 mètres, mais où, surtout, il n'a jamais neigé. Car même en altitude, un désert reste un désert. Mais venons-en à la pièce maîtresse du projet Neom, The Line. Ce projet urbain est sûrement le plus fou actuellement en construction sur notre planète. Le concept de The Line est de créer un nouveau modèle urbain par l'élaboration d'une ville rectiligne de 170 km de long pour seulement 200 mètres de large. À The Line, pas de rue, pas de voitures, mais des logements et des commerces de proximité répartis tout le long du tracé sur une hauteur de plus de 500 mètres. La ville, si on peut l'appeler ainsi, se vante tel un oasis de verdure bâti en plein désert, dont le climat sera artificiellement maintenu au sein des 3 niveaux de ce gratte-ciel horizontal. Un souterrain pour les transports, avec des trains à grande vitesse qui relieraient l'ensemble des quartiers de la ligne, une zone de commerce et de verdure, et au dernier niveau, les habitations modernes et écologiques. Les murs des 2 bâtiments principaux seront construits à l'aide de miroirs atteignant 500 mètres de hauteur. Le coût de ce projet est estimé dans son entièreté à plus de 1000 milliards de dollars, soit bien plus que le PIB du pays tout entier. En 2022, les travaux des fondations ont commencé sur les 170 km du tracé. Mais ce paradis artificiel reste encore bien lointain, au vu de toutes les difficultés qui semblent se dresser bien plus haut que l'ego des promoteurs de Neom. Si l'île de Sindala a pu voir le jour et pourra profiter aux plus riches de notre société globale pour polluer en toute quiétude, rien n'est moins certain concernant les autres volets de Neom. Si Trojena est bien parti pour être terminé d'ici 2029, The Line se heurte à des retards de travaux conséquents et à la démission de son PDG. Ne serait-il pas encore temps de revenir en arrière et de renoncer? Renoncer pour permettre aux tribus de nomades qui peuplent la région depuis des millénaires et qui ont été chassés de leurs terres par les autorités, voire parfois assassinés, de pouvoir regagner leur milieu en paix? Renoncer au rêve certes grandiose, mais idiot, de construire des pistes de ski dans un endroit où il ne pleut pas, avec l'idée de faire exploser de l'iodure d'argent et du chlorure dans les nuages pour forcer le ciel à se vider au prix d'une éternelle pollution des eaux? Renoncer à cette ville miroir contre nature, en plein désert, sur laquelle les oiseaux viendront mourir, incapables qu'ils sont de comprendre qu'un rempart mortel se dresse sur leur chemin migratoire? Neom est un cauchemar en plein désert. Un projet qui cumule des retards et des scandales, et qui viendra au jour au prix du sang et des larmes versées par les dizaines de milliers de travailleurs clandestins, dont les morts accidentelles sont cachées pour le compte de quelques privilégiés. Privilégiés parce que qui voudra y vivre au juste? Dans cette anomalie technologique et artificielle ultra surveillée et codifiée par des intelligences artificielles auxquelles on n'échappe pas, duquel on ne sort pas. Début 2025, les autorités saoudiennes capitulent et revoient leurs expectations à la baisse. Sur les 170 km de The Line, seuls 2,4 seront effectivement construits pour le moment. Nul ne parle des travaux inutiles pour construire des fondations inutiles sur le reste du parcours, avec pour seule trace
les 1,8 gigatonnes de CO2 émis dans l'atmosphère, ni de ceux qui sont parfois morts pour les construire. Néanmoins, il s'agit d'une victoire. L'argent ne peut pas tout, la folie ne se monnaie pas toujours. Neom est un projet qui s'inscrit dans son époque. L'époque des grandes réalisations inutiles et toujours pour l'intérêt égoïste d'un pourcentage ridiculement petit de la population terrestre. Posons-nous la question. Si tout l'argent investi dans Neom, les 1000 milliards de dollars, était allé nourrir des causes nobles, permettre de ralentir la lente agonie dans laquelle notre planète semble s'enfoncer, année après année, par notre faute, le monde n'aurait-il pas été un peu mieux qu'hier ? Tout est une question de choix. Mais au lieu de cela, nous l'utilisons, cet argent, pour bâtir des lieux aussi effarants que fascinants. Des lacs empoisonnés, des mines aussi larges que des cratères d'astéroïdes, des îles artificielles en forme de palmiers. Tous ces lieux ont la particularité de découler de notre activité et l'élégance d'être visibles depuis l'espace. Mais ce n'en est qu'une sélection. Il en existe plein d'autres, tellement d'autres, qui mériteraient un épisode. Si le but de l'être humain est de laisser une trace, d'être immortel, alors c'est réussi. Ce sont ces réalisations qui lui survivront, bien longtemps après son passage. Doit-on se juger durement pour nos actes ? Les humains du futur le feront sûrement pour nous. Parce qu'après tout, que l'on en soit conscient ou que l'on soit en train de se bercer d'illusions, l'erreur est humaine.